Bonsoir et bonne fête de l'Adha à tous. Au lendemain d'une série de frappes aériennes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, met en garde. Les attaques se poursuivront si le Hezbollah n'est pas désarmé. Selon Tel Aviv, le Hezbollah continue de violer l'accord de cessez-le-feu en maintenant une présence militaire au sud du fleuve Litani, zone censée être démilitarisée depuis l'accord du 27 novembre dernier. Dans un communiqué, Israël Katz a affirmé « Il n'y aura pas de calme à Beyrouth tant qu'il n'y aura pas de sécurité pour Israël. Si le Liban n'agit pas, nous frapperons avec force ». Une déclaration perçue comme une réponse directe au président Joseph Aoun qui dénonçait hier soir une violation flagrante du cessez-le-feu par l'armée israélienne. En effet, dans la soirée d'hier, au moins 8 frappes aériennes israéliennes ont visé la banlieue sud de Beyrouth. Il s'agit de la 4e attaque et la plus violente depuis le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, entré en vigueur fin novembre. Des explosions puissantes ont secoué les quartiers de Hadath, Har Tahreik et Bourj el-Brajni, semant la panique à la veille de Eid al-Adha. Des milliers d'habitants ont fui précipitamment après des appels à évacuer, relayés sur les réseaux sociaux par l'armée israélienne. Des tirs en l'air ont précédé les frappes afin d'inciter les habitants à quitter les zones menacées. Un témoin raconte « On a entendu des tirs en l'air, les gens criaient et couraient, on n'a rien compris. On a juste pris nos enfants et on est parti. » L'armée israélienne affirme avoir visé des sites souterrains de production de drones appartenant à l'unité 127 du Hezbollah qu'elle accuse de renforcer ses capacités en vue d'un futur conflit. Toujours selon l'armée israélienne, ces infrastructures ont été délibérément implantées au cœur de zones civiles, violant les termes du cessez-le-feu conclu à la fin de 2024. Une frappe a également visé un bâtiment présenté comme une installation du Hezbollah dans le village de Ain Qana, situé dans le sud du Liban, à une vingtaine de kilomètres de la frontière israélienne. Réaction immédiate de Beyrouth. Les présidents Joseph Aoun et Nabih Berri dénoncent une violation flagrante, tandis que le Premier ministre Nawaf Salam appelle la communauté internationale à intervenir pour faire cesser les attaques israéliennes. Malgré l'accord de cessez-le-feu, Israël continue d'occuper plusieurs points stratégiques au sud du Liban, tandis que le Hezbollah est accusé de ne pas avoir totalement démantelé ses positions. En ce jour sacré de Eid al-Adha, plus d'1,5 million de fidèles venus du monde entier ont afflué dans la vallée de Mina, à quelques kilomètres de la Mecque, pour accomplir l'un des derniers rituels du Hajj, la lapidation symbolique de Satan. Armés de 7 petits cailloux, les pèlerins jettent symboliquement le mal loin d'eux. Cette année, les autorités saoudiennes ont renforcé les mesures sanitaires et climatiques. L'objectif, éviter un drame comme celui de 2024, où plus de 1300 personnes, pour la plupart sans permis officiel, ont péri sous une canicule dépassant les 50 degrés Celsius. Des infrastructures plus sûres, des ponts surélevés et des couloirs balisés visent à garantir la sécurité de tous. Une vigilance essentielle, car la lapidation a déjà viré au cauchemar par le passé, notamment en 2015, avec plus de 2300 morts. Avant Mina, les fidèles ont prié sur le mont Arafat, pilier central du pèlerinage. Un pèlerin indien souligne « Il fait chaud, mais c'est le rêve de tout musulman d'être ici ». Le Hajj s'achève par un dernier tour autour de la Kaaba à la Mecque, puis par le sacrifice d'une bête, rappel du geste d'Abraham. La viande est ensuite partagée, notamment avec les plus démunis, dans un esprit de foi, de solidarité et de purification. Selon le président ukrainien Zelensky, l'Ukraine aurait été attaquée par plus de 400 drones et 40 missiles russes pendant la nuit dernière. Zelensky a enjoint ses alliés, en l'occurrence les États-Unis et l'Europe, à réagir de manière décisive
aux nouvelles frappes nocturnes de la Russie à travers l'Ukraine. En parallèle, l'Ukraine a attaqué l'armée de l'air russe. 2 aérodromes militaires ont été frappés en territoire russe. Des dizaines de missiles balistiques et de drones russes ont visé plusieurs régions, causant la mort d'au moins 4 personnes à Kiev et 5 blessés à Ternopil dans l'ouest du pays. Dans la capitale, plusieurs quartiers ont été touchés, un immeuble résidentiel en feu, des stations de métro endommagées et des rails ferroviaires déformés par les débris. En représailles, la Russie accuse l'Ukraine d'attaques de sabotage. À Belgorod, une locomotive a déraillé après l'explosion d'un engin placé sous les rails. Et selon l'état-major ukrainien, au moins 3 dépôts de carburant ont été touchés à Angels où sont stationnés des bombardiers stratégiques russes. À Diaghilevo, ce sont des avions ravitailleurs et des chasseurs qui seraient visés. Sur le plan diplomatique, 2 cycles de négociations à Istanbul n'ont mené à aucun accord. Le président ukrainien Zelensky rejette les ultimatums de Moscou, tandis que les appels à un cessez-le-feu immédiat se multiplient. Ce week-end, un nouvel échange de 500 prisonniers est prévu, une maigre avancée, alors que les bombes continuent de tomber et que la paix semble encore bien lointaine. 20 ans de guerre désormais racontés par ceux qui l'ont vécu côté taliban. À Kaboul, le calme revenu, plusieurs anciens combattants talibans troquent le Kalachnikov contre la plume dans un effort inédit de réécriture de l'histoire. Khaled Zadran, ancien combattant et désormais porte-parole de la police, publie un livre de 600 pages intitulé « 15 minutes ». Il y raconte l'attaque de drone qui a failli lui coûter la vie et les violences qu'il dit avoir vues enfant. Il affirme « Les étrangers ont écrit des mensonges sur nous. Mon livre montre la vérité que nous avons vécue. » Tiré à 2000 exemplaires, le livre a été écoulé en quelques jours. Une nouvelle version est en cours de préparation. De son côté, le vice-ministre de l'Information, Mohajer Farahi, publie Mémoire de Jihad, 20 ans sous occupation, un manifeste politique traduit en 5 langues qui dénonce les crimes de guerre des Américains et accuse l'Occident de vouloir imposer sa culture. Il dit « Nous avons résisté à un dragon assoiffé de sang. Notre victoire est une bénédiction de Dieu. » Dans les récits, très peu d'autocritique sur les civils tués dans les attentats, une réalité pourtant bien documentée. Alors que les talibans cherchent aujourd'hui à légitimer leur régime auprès de la communauté internationale, leurs mémoires apparaissent comme une offensive narrative dans une guerre diplomatique où l'image est devenue l'arme principale. Du champ de bataille aux bibliothèques, les talibans écrivent leur propre version de l'histoire, une histoire encore loin d'être universellement reconnue. Et voici une page d'événements culturels à suivre pendant toute une semaine avec l'agenda culturel. Enfin, nous parlons de ceux qui parlent beaucoup, tout le temps et parfois trop. Les bavards sont partout, en politique, au travail, en famille, dans la rue. Ils oscillent entre gêne sociale et quête de reconnaissance. Sont-ils de simples causeurs ou des êtres en mal d'écoute? Ce reportage explore les multiples visages du bavardage entre stratégie, culture et besoin profond de liens humains. Ceux qui travaillent au quotidien avec ces moulins à paroles savent très bien de quoi il s'agit, le bavardage chronique. Ce n'est pas seulement un bruit de fond irritant dans une réunion ou un dîner, c'est parfois un véritable fléau. Mais faut-il pour autant condamner sans appel ces grands orateurs du quotidien? Il y a d'abord les bavards stratégiques, ceux qui mettent leurs paroles au service d'une profession, avocats, journalistes, politiciens, concierges. Chez eux, le verbe est un outil, une arme ou même une monnaie d'échange. Pour eux, bavarder n'est pas une faiblesse, c'est une compétence. D'autres, en revanche, font du bavardage une sorte de repère social. Ils parlent pour créer du lien, meubler les silences et rompre la solitude. À ce sujet, la psychologue Joëlle Webe souligne que beaucoup de bavards
parlent par avidité de contact, qu'ils ont besoin d'être reconnus, valorisés, écoutés, que parler devient un moyen de se sentir exister. Mais parfois aussi, c'est pour noyer le poisson, dissimuler, détourner l'attention, masquer une gêne ou un malaise. Si sa logorée devient excessive avec un flot qui n'est pas très compréhensible, beaucoup de paroles, beaucoup de mots, et souvent illogique, et la personne qui saute d'un sujet à l'autre rapidement. Mais si elle apparaît soudainement, et donc la personne, elle a un langage un peu incohérent et excessif, là on a besoin de faire donc une intervention ou bien de faire un diagnostic clinique afin de voir s'il y a un trouble neurologique ou psychiatrique, ou c'est normal, c'est juste une période de temps. Mais aussi, on peut avoir la logorée quand il y a des troubles neurologiques, après un accident vasculaire cérébral, par exemple. Donc là, ça ne dépend pas de l'âge, ça dépend vraiment donc s'il y a eu un accident, n'importe l'âge. Donc s'il y a un accident vasculaire cérébral, dans des états d'épilepsie, dans des états de démence, ça c'est du côté neurologique. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de faire donc un bilan neurologique et parfois neuropsychologique. Et parfois, on peut l'observer chez des jeunes ou bien à tout âge s'il y a des cas d'intoxication à des substances, que ce soit des amphétamines, etc. Ici, la logorée, elle augmente beaucoup. Et aussi quand ici, la personne elle a un problème d'hyperthyroïdie sévère. Dans le cas aussi médical d'hyperthyroïdie, on peut observer des cas de logorée. Le bavard finit par lasser, par fatiguer son entourage, parfois même sans jamais s'en rendre compte. Et pourtant, le bavardage est une pratique culturelle et presque universelle. 2 anecdotes pour illustrer la diversité du phénomène. Au Japon, avant d'entrer dans le vif du sujet, il est de rigueur de passer par une série très codifiée de formules de politesse. Et à l'inverse, en plein désert de Mauritanie, une femme bavarde coûte 3 fois moins cher qu'une femme silencieuse. Preuve que parfois, le silence a bien plus de valeur. C'est la fin de ce journal. Merci et bonsoir.